Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Avant-dernière émission de la saison et comme c'est dans l'actu, on s'est imposé de parler de Dragon Quest. Effectivement, ça doit être l'un des mangas dont on parle le moins, je pense, dans cette 5e de couve. On n'est pas des grands fans de ce manga. D'ailleurs, on lui donne même pas tous le même nom. C'est pour dire qu'on n'est pas des grands fans. Certains vont l'appeler Fly, d'autres juste Dragon Quest. Parfois, il y a la quête de Dai qui arrive. Et pourtant, c'est un seul et même manga, tout ça, créé à la fin de l'année 1989. Bon, Cagnard, est-ce que tu te sens de faire malgré tout une heure d'émission sur ce titre que tu détestes ? Quel tome ? Le 13. Ouais. Parce que tu m'as bien dit qu'on ferait tous les tomes. Donc 37 heures d'émission. Non, c'est du second degré. 37 heures d'émission que j'assurerai tout seul sans aucun problème. En ASMR. Oh bon, évidemment, c'est une blague tout ça. Qui n'aime pas Dragon Quest, la quête de Dai ? Qui n'aime pas Fly ? Personne. C'est plus de 50 millions d'exemplaires éparpillés à travers le monde pour quand même 37 volumes concernant les jeux vidéo Dragon Quest. Combien d'exemplaires à votre avis ? Alors, j'ai un chiffre, mais c'est... Donne ton chiffre. C'était 80 millions d'exemplaires vendus. 88, c'était pas loin du juste prix. Ouais, mais ça, je crois que c'est limité, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup plus, je crois. Beaucoup plus, comment ça ? 88. C'est des gens qui le piratent, tu veux dire ? Non, mais le truc que j'avais lu, c'était juste les 11 avec Nintendo au moment de la sortie DS. Et en vrai, depuis le temps, il y a eu le 11 spécial, il y a eu le 11S, je sais plus quoi. Alors, c'est un chiffre de 2023, ça, qui a été donné. Ah ouais ? 88 ? Ouais. Ah, je pensais du coup, ce serait beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est le truc emblématique du Japon, plus que Final Fantasy. Vous l'avez compris, Dragon Quest, c'est une licence star donc dans le monde entier, mais nous, c'est du manga dont nous allons parler maintenant dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer Dragon Quest, la quête de Fly. J'invente, ok, ça va. Magnifique. Salut Cagnard, tu penses quoi de ce nouveau nom ? Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien entre tradition et modernité, quelque part. C'est très intéressant, très pertinent, Maximilien. Salut Johnny, tu mets une note sur combien combien sur combien Attends, du coup, c'est entre ciel et terre, parce que du coup, il y a Fly et... 6. Robin, entre terre et mer, toi, non ? Moi, je dirais nouveau manga des éditions J'ai bu. Salut Robin. Beaucoup d'erreurs de traduction. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous et de nous avoir suivis toute cette saison. La 5e de couve, c'est un podcast manga hebdomadaire d'une heure. C'est plus de 250 émissions, jamais exhaustives, où l'on éditorialise de nombreuses thématiques, des grands questionnaires par exemple, comme la semaine dernière, des top 10 parfois, des analyses, des bios et plein d'autres choses avec toujours donc un petit peu d'humour, vous l'avez compris, enfin j'espère. Il y a toujours un peu de bière. Et ça dépend, des fois c'est du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Si vous aimez ce qu'on fait, ne consommez pas avec modération l'émission. Laissez un commentaire, une note ou partagez. C'est le meilleur moyen de nous aider à nous faire connaître. Avant de commencer cette émission, petit disclaimer, il y aura du spoil. Ne vous faites pas piéger si vous n'aimez pas ça. Si vous n'aimez pas Robin entendre parler de spoil aussi, n'écoutez pas cette émission. Voilà, c'est parti pour la 5e de couve. Dragon Quest, c'est parti, parlons-en avec la sortie d'un nouveau spin-off d'abord, puisque ça y est, en librairie est arrivé Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero Haven and the Dark Lord of Hellfire. On dirait un truc de South Park avec les Lords of the... Lord of the Underground, non, je sais plus. Avec Phil. Alors, on va l'appeler Dragon Quest Havan. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça va être le titre en France, ça, du coup ? Non, c'est le titre en France. C'est le titre en France. En librairie, tu y vas, tu t'as pas demandes vu ça. la couve ? Non, mais regarde la couve, tu verras. Bon, en même temps, ça rejoint une de mes idées que je vais annoncer tout à l'heure. Moi, je voudrais dire la ligne de la base de données. Avec le titre complet. Je sais même pas s'ils ont réussi en fait à faire une vraie ligne. Dragon Quest, enfin. Havan. Voilà, ça c'est fait. De quoi ça parle ? C'est donc une préquelle, c'est un spin-off. On est devant les forces du mal dès le début, sous la coupe de Adlar. Les lecteurs de Dragon Quest doivent connaître Adlar normalement. Il veut envahir le monde et en prendre le contrôle, jusqu'à la logique, mais heureusement, au royaume
royaume de Karl. Des humains s'y opposent et le plus étrange de ces humains, c'est un curieux chevalier, un homme du nom de Havan. D'où le titre. Et ce Havan qu'on connaît aussi normalement si on a lu la quête de Dai, il a réussi à défendre la princesse et tous les autres grâce à une technique ravageuse qu'il a lui-même surprise. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Évidemment, le seigneur du mal n'abandonne pas. Et il dit « Je reviendrai pour tous vous tuer ». Et donc Havan se met en quête du secret de cette mystérieuse technique qu'il a lui-même utilisée. Accompagné de son meilleur pote, il doit donc s'améliorer et aussi s'entourer, monter une équipe pour lutter contre Adlar et ses généraux. Les généraux, c'est un néotrombine, un troll mortel, un magimol et un squelettueur. Donc première étape pour Havan, trouver un grand maître des arts martiaux caché sur cette montagne là-bas, tout au bout d'une mystérieuse forêt peuplée de monstres. Qu'avez-vous pensé de la lecture de ce manga, messieurs ? Bah moi j'ai trouvé que c'était une lecture très plaisante. Alors moi c'est vrai que Fly ou La Quête de Dai, c'est un manga qui est très empreint de nostalgie. C'est un truc vraiment, ça fait vraiment partie des titres où rien qu'à l'évocation du nom, je me replonge dans des souvenirs et tout. Donc ne serait-ce que lire un spin-off de ce manga-là, ça me replonge un peu dans cet état d'esprit-là. Et j'ai vraiment eu du coup l'impression de lire Fly, mais version speedrun, quoi. C'est-à-dire que on a un tome 1 qui va extrêmement vite. Alors en plus, on a un design qui est quand même plus dans les canons, on va dire, actuels. C'est vrai que si vous relisez Fly aujourd'hui, il y a plus un côté Toriyama dans les designs. Là, c'est vraiment beaucoup plus dans les canons actuels. Mais du coup, il y a vraiment ce truc, ça va très très vite. Genre, fin du tome 1, il a déjà affronté, alors je spoil, désolé, mais il a déjà affronté un des lieutenants de Adlar. Tu vois, c'est vraiment un truc où vraiment à comparer, le tome 1 de Fly avançait pas aussi vite, quoi. Donc c'est ça qui m'a frappé. Ah c'est bon, la rapidité. excuse-moi, dans le tome 1, il affronte Adora, tu vois. Oui, mais. Ouais, mais il n'y a, y a pas ce côté, on nous a déjà introduit tous les généraux, machin. Il en a déjà battu un dès la fin du tome 1, tu vois. Alors qu'ils sont que 6. Et puis ouais, voilà, moi c'est ça qui m'a frappé, c'est là où tu dis oui, c'est un manga d'aujourd'hui dans le sens où il a repris des codes de la manière dont maintenant les aventures et les shonen d'aventure avancent. Ils avancent beaucoup. Ne sommes-nous pas donc en face d'un manga post-moderne ? Oula, là on va reprendre. Non mais c'est vrai, parce que honnêtement, je sais pas si on peut dire ça, mais peut-être. On reprend des codes et plein d'éléments, plein d'ingrédients qu'on trouve dans la licence Dragon Quest. Ouais, bien sûr. Alors, de l'histoire de Dragon Quest, la quête de Dai, mais aussi de l'univers de Dragon Quest. Il y a un peu de blague méta, il y a un dessin qui est plutôt moderne, il y a un scénario qui va effectivement à un rythme différent de ce qu'on pouvait lire il y a 30 ans, et tant mieux. Bah oui, non mais bien sûr, c'est... Du coup, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de ce courant post-moderne du manga ? Du post-moderne fanservice. Oui, je sais pas, tu pourrais mettre plein de... C'est très fanservice. Au final, ça reste de Dragon Quest. L'histoire, c'est toujours la même. On repart, c'est limite un... Tu sais, c'est comme dans Super Mario, Peach se fait enlever, on la rattrape, c'est comme... les chevaliers du Zodiac, voilà, Athéna se fait enlever, on la rattrape. Ben là, c'est pareil. Le mal arrive, il faut le tuer, et puis point barre. J'ai pas lu la même chose. Il y avait Athéna et Peach dans ta lecture. Exactement. Mais oui, c'était Athéna, c'est Adar. Non, mais en gros, au final, t'as dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est que c'est un dessin très moderne. Ça, tu le vois direct. Et l'humour reste l'humour Dragon Quest, mais quand même remis au goût du jour. On a toujours le paf-paf, le célèbre paf-paf, parce qu'il a besoin d'être là, parce que c'est Akira Toriyama et que forcément le chara design fait que t'es obligé quand même de l'introduire. Et je me suis rendu compte d'ailleurs j'ai lu tous les Dragon Quest avant de venir. Le Emblem of Roto, le Fly, le tome 1, il y a toujours paf paf. Toujours paf. Genre limite, c'est dans l'édito, on te fait tu fais un spin-off de ok, tu mets paf paf quelque part et après tu fais dans les grandes licences comme ça, il y a une bible où on t'impose des choses, des éléments à respecter, il y a le copyright et il y a le paf paf. Le paf paf. Mais non, c'est vrai que c'était assez entraînant et ce qui est assez bizarre aussi parce que c'est assez intéressant alors qu'on connaît la fin. Et du coup, même moi, j'avoue, j'ai lu et j'ai fait c'est cool. Alors que pourtant, je connais la fin. On connaît la fin, à la fin dans longtemps quand même. Bah ouais, mais ça reste que en vrai, s'il n'était pas là, on connaîtrait quand même. Ça vérifie cette théorie que le spoil, ça a du bon. C'est-à-dire que justement, c'est le fait de savoir comment ça va finir que c'est ça qui t'intéresse. J'adhère pas à tout ce qui va arriver. Un point pour Robin. Alors attendez, avant d'écouter Cagnard, vous avez aimé ou pas la lecture? Moi, carrément. Alors moi, j'ai aimé pour le dessin aussi. Faut le dire. Cagnard, c'est ton tour. Maximilien. Que dire?
Qu'est-ce que t'as cru qu'il allait se passer? C'est vraiment tout ce que je déteste. C'est le fan service au maximum. C'est tout ce que j'ai reproché à Disney sur Star Wars. Nous raconter des histoires qui sont évoquées dans l'histoire principale et nous déflorer tout le truc des histoires qu'on n'avait pas envie de connaître finalement. Eh ben j'ai adoré, c'était trop bien. Je suis un pur produit du fan service. C'est comme ça. Ah bah, après je pense que la différence majeure qu'on peut voir avec d'autres histoires comme ça qui vont aller te raconter un élément précis d'une histoire, c'est que là le scénariste, c'est toujours le scénariste de Fly, mine de rien, c'est Riku Sanjo, et il a une maîtrise qui est parfaite, et en plus vraiment j'ai essayé de le détester parce que le premier chapitre correspond littéralement à une histoire qu'on a déjà dans Fly, un petit spin-off qui se passe sur un chapitre. Tu l'as comparé? Alors j'ai pas comparé case à case parce que j'ai pas les Fly chez moi. Mais c'est vraiment, il y a vraiment des cases qui m'ont évoqué quelque chose, donc je pense qu'ils ont vraiment repris un petit peu même le découpage peut-être de certaines cases. Et tu vois, je les ai sentis, les coups de coude fan service, tu vois, dans mes côtes, genre mais t'es pas discret du tout là. Mais ça marchait de ouf. Mais après c'est normal aussi, il faut qu'ils reviennent dans le contexte. Au final. Oui, bien sûr, mais il y avait une symétrie un petit peu bizarre, tu vois, parce que rien ne les empêche de partir sur un autre découpage ou autre. Et là, il y avait une symétrie bizarre, la manière dont Havan vient sauver la princesse, le coup qu'il met, c'est le même et tout. Il y a un truc de mimétisme qui est assez bizarre. Et pour un lecteur comme moi qui adore vraiment Fly, franchement, je me suis fait prendre par surprise. Du coup, t'adores Fly, mais t'as pas lu Emblem of Frodo? Si, j'avais commencé Emblem of Frodo, mais il n'y avait pas Fly. Du coup, j'ai arrêté. Non, mais parce qu'au final, c'est la même chose. Le héros, il ressemble à Fly. Le découpage, c'est le même. L'histoire, c'est la même. Oui, on m'avait même promis une série plus sombre, si je dis pas de bêtises. Elle est plus sombre, mais seulement avec Emblem of Frodo Returns. Mais en vrai, franchement. Tu viens de me faire une Star Wars. C'est la même chose. Après, je pense que, tu vois, c'est marrant, tu citais les jeux Nintendo qui reprennent tout le temps la même formule et tout, ça fonctionne. Mais en vrai, je pense que c'est pas con comme comparaison parce qu'il y a quand même, moi je trouve dans ce Havan là, un certain savoir-faire. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est qu'en fait, je pense que tu vois, moi, la lecture de Fly, elle est beaucoup plus lointaine. Je le relis peut-être pas aussi souvent que toi, Cagnard, mais c'est quand même un manga où les souvenirs sont encore assez forts et tout, mais c'est une lecture assez lointaine. J'ai pas des souvenirs très précis de tout ce qui s'est passé dedans. Malgré tout, Havan, je pense que ça peut se lire aussi si t'as pas en tête la série de base ou même si tu la connais pas, tu vois, je pense que c'est aussi une aventure qui avance tellement de manière fluide et de manière, tu vois, même d'un point de vue même purement premier degré, ça fonctionne, quoi. Je pense que, alors voilà, oui, c'est sûr que c'est très basique, on va dire. C'est le combat du bien contre le mal, les persos sont très archétypaux et tout, mais il y a vraiment un savoir-faire, moi, que je trouve assez impressionnant, quoi. Si on veut la bonne vieille histoire de fantasy, la formation d'une troupe, etc. On est exactement dans ces codes-là et tout est bien fait au niveau du staff. Donc tu l'as dit, Cagnard, c'est Riku Sanjo qui est à nouveau avec ce scénario entre les mains. Donc c'est une histoire qui maîtrise, des personnages qui maîtrise. Il les a écrits il a écrit sur eux pendant longtemps et là il les reprend depuis quelques temps maintenant. Et au niveau du dessin, c'est Yusaku Shibata qu'on avait notamment vu en France sur un manga sympathique qui était Sahara le samouraï aux fleurs, qui a pris donc en main ce spin-off avec brio dans la continuité donc de Koji Inada. Le chara design, on reconnaît tout le monde, on reconnaît les monstres, on reconnaît l'univers, on reconnaît Havan. C'est comme dit Robin, c'est modernisé. Le trait est peut-être un peu plus arrondi, c'est modernisé, mais tu pourrais croire que c'est l'auteur de Fly qui a évolué avec son temps et qui dessinerait maintenant. Moi, je pourrais y croire complètement, quoi. Ouais, mais ce que j'ai trouvé cool, c'est justement qu'il y a quand même, malgré tout, tu reconnais tout le monde, évidemment, la légèreté de l'univers. On est quand même sur de la light fantasy, tu vois, il n'y a rien de vraiment extrêmement dramatique. Enfin, c'est quand même un univers qui est assez léger. Donc tout est là, respecte cette direction artistique, mais il y a malgré tout des vrais choix. Tu vois, genre le personnage de Balthos, donc à un moment donné on comprend qu'un des lieutenants de Adlar c'est Balthos, c'est le squelette avec plein d'épées là, qu'on a déjà vu dans Fly, mais qui avait un design beaucoup plus
je dirais cartoon, tu vois, c'était vraiment une espèce de petit squelette avec plein de bras et il disait haha, je suis un super épéiste. Là, il a vraiment une dégaine de mec stylé, tu vois, genre vraiment, il a une dégaine de guerrier, c'est le plus classe de tous les lieutenants et tout. Donc je trouve qu'il y a vraiment aussi à ce niveau-là une vraie modernisation des designs aussi pour aussi plaire aussi mais pour aussi plaire à un public d'aujourd'hui, quoi, parce que forcément un public d'aujourd'hui, tu lui montres un Baltos tel qu'il a été designé au moment du premier Fly, il va se dire oui, on dirait un peu un personnage qui est pas très sérieux, tu vois, alors que là il est stylé, tu dis ça va être un mec que Havan va potentiellement affronter plus tard et qui sera cool, quoi, et qui va tuer. Vous y êtes allé avec quelle envie, quelle humeur sur ce manga? Cagnard, toi, c'était donc clairement je vais détester, je vais le lire quand même parce que Maxime m'oblige. Oui. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Parce que pour le coup, j'avais aucune envie d'avoir un spin-off sur en plus un des persos que je préfère dans la série. Et si je le préfère, c'est aussi parce qu'on le voit très peu dans Fly. Et du coup, j'y allais. En plus, j'avais vu la couverture. Et je disais, oh non, ça me fatigue déjà. Ne me faites pas ça. Et effectivement, ce côté fanservice très bien géré, tu vois. En fait, ça m'a attrapé dès le début. Ça m'a vraiment attrapé par surprise, dans le sens où je savais ce qui allait arriver. Et je me suis quand même fait avoir. Moi, je sais que ça tient. Enfin, pour moi, Fly et du coup Havan, on va l'appeler comme ça, Havan tout court. Pour moi, on est même au-delà quelque part du shonen. On est vraiment sur des archétypes de fantasy pure. Et effectivement, Robin, comme tu dis, il y a une maîtrise qui est totale. Je trouve vraiment, le gars sait ce qu'il fait, c'est son univers comme tu l'as dit, et il sait exactement appuyer sur quel bouton pour nous faire plaisir en tant qu'ancien lecteur, sans nous vexer, tu vois, sans qu'on ait l'impression d'être pris pour un con, parce que typiquement Grandpa, je m'en foutais un petit peu de le revoir dedans, et en fait là il arrive et je suis là, ah putain, mais ça veut dire qu'on va le voir déployer sa puissance un peu quand même, donc c'est cool aussi. Le squelette aussi, t'as exactement ça, donc il sait exactement comment titiller la fibre du fan, je trouve. Et toi, Johnny, tu l'as abordé comment? Est-ce que tu l'as abordé en te disant, allez, je fais comme si je ne connaissais absolument rien, Dragon Quest, j'en ai jamais entendu parler, j'essaye de lire ce manga de fantasy, ou tu t'y intéressais avant, tu l'as fait dans quel sens? Je me suis rendu compte que dans la réalité c'était comme ça, vu que je connaissais vraiment pas la quête de Dai. Quand j'ai commencé, en fait, avant de lire Havan, je me suis dit bon, je vais d'abord refaire un petit passage sur Fly. Du coup, je commence à lire Fly et je fais attends, mais j'ai jamais lu cette histoire. Mais attendez. Et du coup, j'ai lu 7 tomes de la nouvelle édition. C'est la nouvelle trad. La nouvelle trad, et j'ai fait putain, mais j'ai vu des animes, ok, mais franchement tout ça j'ai zéro souvenir. En plus là il y a Popu, il s'appelle Popu, non Pop, je sais plus. Pop, je sais plus comment il s'appelle, Pop. Du coup non mais en vrai tout a changé et je me suis dit putain, mais en vrai j'ai jamais lu. Et là je me suis rendu compte que Dragon Quest c'était quand même assez simple, genre honnêtement voilà, le bien le mal, et que Havan on est dans un truc un peu plus complexe. Je parle au niveau des rebondissements, parce que dans Dragon Quest, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les 7 premiers tomes, il y a un nombre de Deus Machina énorme. Mais au début, je les ai comptés, je fais non, mais il y en a 3-4. Enfin, Quand tu dis Deus Ex Machina, c'est-à-dire des solutions qui sont réglées par l'arrivée du dragon. Non, mais des solutions qui arrivent alors qu'il n'y a aucun moyen pour le lecteur de deviner que ça va arriver. Mais tu parles de la quête de Dai là? Ouais, je parle de Dragon Quest normal. Oui. Et je me suis dit, scénario un peu facile. Alors que dans Havan, il y a une explication, c'est complexe. Au moins, tu peux essayer de deviner qu'est-ce qui chose et tu fais. Ah bon, c'était pas ça. Bon, d'accord, ok, c'est ça. Mais il n'y a pas un Deus Machina qui sort de nulle part. Bon, on reviendra. Cagnard va te sauter dessus. Oui, attends, on va y revenir. Avant de sauter dessus. Mais moi, je suis parti de zéro en me disant, je veux tout relire. Comme ça, je veux lire Dragon Quest Roto, je veux lire Dragon Quest Fly, et après, je vais lire Havan. Et j'étais très content. Donc, je m'attendais à rien de spécial, et j'étais très content de le lire. Robin, et toi, tu l'as abordé comment ce manga? Moi, je l'ai un peu pareil, je m'attendais un peu à rien, dans le sens où je m'attendais à un spin-off comme il y en a d'autres, tu vois, un truc complètement sans âme, tu sais, vraiment le truc fait pour des raisons bassement commerciales et tout. Bon, il y a potentiellement des raisons commerciales, mais je veux dire, en tout cas, j'ai été hyper agréablement surpris justement d'être pris. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une grosse dimension nostalgique qui... Je rejoins un peu Cagnard aussi, c'est que je reconnais tout le côté fanservice et tout, mais en même temps, ça marche parce que je pense que ça vient titiller la fibre qui marche sur moi. Je dirais à la fois la fibre du lecteur de Fly, mais aussi la fibre du mec qui jouait sur Super NES et PS1 à des vieux JRPG, des trucs que je fais plus du tout actuellement, tu vois, mais cette esthétique-là, cette époque,
me manque un peu, tu vois, genre un truc où j'adorais ça, quoi. Tous les jeux qui avaient cette espèce d'esthétique un peu manga avec du jeu de rôle avec des histoires et tout, un peu épique, de fantasy. Tout ça, c'est un truc qui m'a beaucoup construit aussi. J'ai beaucoup joué à ce type de truc. Je le fais plus du tout maintenant. Et lire ce titre m'a un peu replongé aussi dans cette époque-là, quoi. Parce que le titre est vraiment construit comme un JRPG, quoi. C'est-à-dire que le personnage avance, il recrute des persos, il gagne de l'expérience, il apprend des nouvelles compétences, il affronte des monstres. Enfin, c'est vraiment, si t'es fan un peu ou en tout cas amateur de ce type d'univers, ça plaît aussi pour ça, quoi. Il est même peut-être plus basique que la quête de Dai. Je pense, moi, j'ai essayé de me mettre dans l'impôt. Alors, c'est toujours difficile de se mettre dans cette peau-là, mais de celui qui ne connaît pas du tout l'univers, un néo-lecteur d'aujourd'hui qui tombe avec Havan qui se retrouve avec Havan entre les mains et qui se dit bon, bah, ça a l'air sympa ce manga de fantasy, je sais pas ce que c'est, mais le nom est très long. Alors, je vais le lire. J'adore le titre de manga très long. Et voilà, c'est ça. Et donc, du coup, et donc, j'ai essayé de me mettre dans cette peau-là et j'ai l'impression que ça passe super bien aussi. Ouais, après quelle sera la démarche d'aller vers ça? Je pense que ça, c'est ça qui est très compliqué, je pense. Il faut le mettre sur la table de la librairie, quoi, en avant. J'avais un petit doute. J'avais un petit doute là-dessus qu'un néophyte puisse comprendre complètement les enjeux. Enfin, tu sais, je suis parti du principe, si un lecteur démarre par ça et lit Fly derrière, tu vois, pour moi, c'est peut-être un petit peu la faiblesse. Et même, je pense que si tu prends la jaquette... Il serait dans le bon sens. Techniquement, il serait dans le sens chronologique. Merci Star Wars d'avoir tout foutu en l'air. Mais en même temps, c'est ce que je me dis, c'est que il y a peut-être comment dire, d'un point de vue marketing, je pense que ce titre n'est pas fait pour les néophytes. Même quand on prend la jaquette du manga, ce que je vois, c'est un appel aux anciens. Je vois un appel à une couverture rétro. Je pense que c'est ça la cible. Tu vois, Robin, je pense que c'est un bon pigeon pour ça. Tu vois, exactement. Genre, j'adore les RPG, les Super Nintendo et tout. J'adorais. Voilà, j'adorais. Oui, tu l'as dit 3 fois, mec, t'inquiète. Il y a pas de souci. Mais du coup, je pense qu'on est quasi sur un marketing un peu Stranger Things, tu vois. Genre, on va titiller votre fibre à l'ancienne. Ce qui, moi, m'horripile à chaque fois. Mais là, effectivement, ça a fonctionné. Mais là, c'est encore pire parce que autant Stranger Things, c'est un truc nouveau et à la limite, ça s'adresse aux gens qui sont un peu nostalgiques. Autant les personnes qui adorent Havan en se disant putain, c'était vraiment bien, ils vont être déçus quand ils vont voir le vrai Fly, entre guillemets. Pourquoi ils seraient déçus ? Parce qu'ils vont passer d'un super dessin, entre guillemets, je dis, à un dessin old school et une histoire peut-être un peu plus basique au début. Après, ça change. Moi, je pense que ces gens-là, ça va quoi ? Je sais pas. Tu regardes le premier Star Wars de 79. Ah bah allez, fixe, c'est pas ça d'aujourd'hui, oui. Et puis je dirais pas que Fly c'est plus basique que Havan, c'est plus naïf. Parce que le héros c'est le héros qui incarne ça, mais en soi l'histoire est, tu vois, Cagnard il a raison, ça commence pas de manière aussi frontale et directe que, tu vois, Havan c'est vraiment tout droit, quoi. C'est je vais affronter le général du mal, maintenant je vais m'entraîner, je vais avancer petit à petit, machin. Fly ça met un peu plus de temps à se construire et tout, et puis il y a un univers peut-être plus long. Après je sais pas, Havan on sait pas encore jusqu'où ça va aller, mais il y a beaucoup de tomes là. Une dizaine de tomes déjà quand même pas mal de tomes aujourd'hui, puis un autre spin-off aussi qui existe. Quand tu m'as dit ça, quand tu m'as dit que c'était 10 tomes en cours, je me suis dit ah merde, je voyais bien un truc en 4-5 tomes, tu vois. Vraiment, franchement non, moi pour le coup 4-5 tomes, je trouverais ça trop court. Après de toute façon, 4 généraux. Ouais, mais il y aura du monde après les 4 généraux. Mais non, mais en vrai, là, c'est un nouveau Dai. Il y en a pour 20 tomes, 25. Hein. Et d'ailleurs, quand je pense à la rapidité de comme vous dites, c'est vrai que ça va très vite. Et il y a un côté, c'est fait pour les connaisseurs aussi, tu vois, ça va aussi vite. Mine de rien, ce chapitre qu'on trouve dans Fly, qui raconte un petit peu cette histoire, il va aussi vite. Mais il va aussi vite parce qu'il sait qu'on connaît, on sait. Et tu vois, c'est littéralement le moment où il découvre le Haban Slash, tu vois, qui va très vite aussi, qui va en un chapitre. Et du coup, je pense qu'il a gardé un peu ce ton de c'est pour les connaisseurs. Enfin, quand je dis les connaisseurs, ceux qui connaissent l'univers. Et voilà, on avance. Alors, oui et non, parce qu'en vrai, les mangas d'aujourd'hui vont très vite. Oui, aussi, t'as raison. T'as raison. C'est vrai que ça s'est accéléré. Et c'est vrai que ce truc de la dizaine de tomes, parce que moi, s'il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé, on va dire, dans mon petit cœur de fan, c'est que les attaques, bon, alors déjà les noms, les attaques et tout, ça m'a dégoûté. J'ai vomi, franchement. Mais je suis d'accord. En fait, il y a un niveau de puissance dans Fly, un niveau de puissance qui augmente. Et là, je me suis dit, ils vont peut-être se retrouver bloqués du coup, parce que les attaques les plus puissantes sont foutues dans Fly, donc ils vont avoir du mal à nous faire croire que avant
il y avait des techniques aussi puissantes que le Medoroa de Popu, tu vois. Ouais, mais il y a le mystère autour de Havan qui va probablement expliquer certaines choses. Bien sûr, mais en fait, il a carrément de la place pour raconter ce qu'il veut, parce qu'au final, à part cette petite partie, ce chapitre qui est dans Fly, on ne sait pas comment il a finalement vaincu Adora. D'ailleurs, moi, je pensais que c'était dans ce chapitre-là, à l'époque, dans Fly, qui tue Adora, mais pas du tout. En fait, il lui met juste un coup, exactement comme Fly fait dans le premier tome de Fly. Et je pense que tu vois, par exemple, c'est des trucs cons, mais ça me fait chier parce que Adora, au début, il est dessiné vraiment à l'ancienne là. Et moi, j'aime bien le Adora de la fin de Fly, mais je sais qu'on le verra pas parce qu'il est dans Fly, ce Adora. Donc là, il va garder sa cape chelou de chauve-souris, tu vois. Sauf s'il y a une histoire un peu dans le temps, bulle temporelle. Alors j'espère on est dans les héros du futur. Ah oui, je vais aider. Mais si, parce qu'au final, dans Ben of Froto, t'as un truc comme ça, genre un passage sur un héros du passé. D'accord. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas faire un truc genre boucle temporelle, il y a un truc en et on met tout le monde et Smash Bros Dragon Quest. Moi j'y croyais pour le faire. Non mais Robin, oui, je t'ai juste entendu, je crois, dire un gros mot au moment où Cagnard parlait des attaques. Bah oui, parce que moi c'est vrai que je suis un peu à la limite, tu vois, bon, la quête de Dai, tout ça, je veux bien. Mais ça c'est passé. Mais déjà, touchez pas aux attaques, putain. Elles sont tellement plus classe. Mais non, mais tu vois, genre c'est vrai que t'as redit un gros mot. À l'époque c'était cool, t'avais en plus c'était des vrais mots un peu inventés. Alors, et avec c'était l'époque de Gélu parce que c'était mal traduit. Oui, mais non, mais je sais bien parce que j'ai relu le Dai de la nouvelle édition et je sais que ça a changé là-dedans aussi. Et toi aussi, tu vois, genre vomi. Mera, Merami, Merazoma. C'était un peu cool parce que tu avais un côté un mot que tu connais pas et il y a une évolution, il y a une espèce de logique dans l'évolution du mot, tu vois, qui fait que tu comprends que la dernière technique a un mot plus compliqué, donc elle est plus puissante. Ouais. Là, c'est des trucs basiques de super flamme, gigante machin. Et bah du coup, tu vas jouer à Persona 3. C'est vraiment, mais pour moi ça c'est le niveau, mais et je sais bien que c'est pour coller parce que c'est comme ça dans la licence de jeux vidéo. J'imagine que les magies elles ont ce nom-là, mais je trouve ça. Est-ce que t'as pas vu un petit coup de fanservice? Mais en fait, c'est pas possible. Mais il y a un moment dans la lecture, Havan sort son Haban Slash de l'entrée, mais du coup, il va devoir repasser par toutes les étapes. Et à un moment, il y a littéralement écrit il va pouvoir couper la terre. Et j'étais là, c'est pour moi. Ah non, c'est pas le nom de l'attaque, d'accord. Mais tu vois, j'ai limite cru que c'était une dédicace pour moi, pour Robin, tu vois, qui aimons les anciens noms. Je me demande si le traducteur a pas fait un petit effort pour dire qu'on voit couper la terre quand même quelque part. Et donc j'ai juste pas fait à chaque fois la précision quand vous parlez d'Adora, vous parlez de Adlar. Ça correspond. Non mais Adlar pour les humains, les êtres humains d'aujourd'hui. Ils feront le tri. Non mais tu vois, moi ce que je trouve encore plus triste, c'est qu'ils précisent, tu sais, dans les dialogues, t'as carrément écrit sort de foudre ou sort de machin, tu sais, genre t'es là, là pour le coup on a vraiment l'impression qu'ils prennent les lecteurs pour des débiles, tu vois, alors qu'à l'époque ils nous disaient juste Mera machin, puis après dans le lexique il t'expliquait que c'était sort de feu, puis après tu lisais le truc, tu disais bon bah oui il fait Mera, j'ai compris maintenant, tu vois. Histoire de Bible encore aussi probablement. Ce genre de choses. Non mais je sais bien parce que je sais que c'est une question de licence et tout, mais je trouve ça un peu triste parce que moi je trouve que ça finalement ça appauvrit ça le dépersonnalise. Je suis d'accord avec toi. Dragon Quest à la base c'est quoi? Un jeu vidéo. Je sais pas, moi je connais que Fly. Bien avant Fly, Dragon Quest c'est un jeu vidéo, un JRPG. Tu as déjà joué, Johnny? Bien sûr que j'ai déjà joué. Bon, j'ai commencé par le 10, je crois. Du coup, je suis arrivé vraiment tard. J'ai acheté le 1, 2, 3 sur Nintendo Switch. Il était pas cher, donc c'était cool. Mais et sinon, ça va? T'as mangé quoi ce midi? Ouais, j'ai pas lu. Non, mais en vrai, moi aussi, j'ai tenté de répondre à cette question et surtout la question de la chronologie. Mais Dragon Quest, c'est quoi? Et franchement, je suis tombé dans un abîme, mais énorme. Et je me suis dit, mais comment je sors de là? Tu vois, c'est comme quand tu vas sur Disney Plus et que tu regardes les trucs Star Wars et que tu veux savoir ce qu'il y a. Et là, tu fais, mais attends, mais ils ont sorti tout ça en 2022? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, Dragon Quest, franchement, n'allez pas dedans. Franchement, n'allez pas dedans. Tombez pas là-dedans, les gars. Mais ouais, moi j'ai quand même joué pas mal à Dragon Quest, que ce soit sur Wii, sur Wii U, sur Nintendo DS. Et c'est énorme. C'est un jeu complètement culte au Japon qui a mis beaucoup de temps à arriver en France. C'est finalement assez moderne. C'est à partir des années 2000 qu'on a vraiment eu les jeux vidéo Dragon Quest. Ça a été créé peu de temps avant la quête de Dai, finalement, en 1986. Ouais. Et ça a été directement designé par Akira Toriyama,
qui était donc là dès le début et qui a donné donc ce look si familier finalement à une licence qui a été ensuite repris en manga par Koji Inada, qui s'est quand même assez écarté des premiers designs, je trouve, de Dragon Quest. Ouais. Bah oui, parce que dans le sens où à la fois oui et non, parce qu'il y a quand même un certain sens du design, un peu, on va dire, des pics dans les cheveux, ouais, et puis un côté un peu je dirais rond aussi dans certains designs. Enfin, moi je trouve quand même globalement, il y a même certains personnages, on a l'impression que c'est du Toriyama, tu vois, genre l'espèce de singe géant et tout. Enfin, il y a des trucs quand même quasiment copier-coller, mais globalement oui, il tire son épingle du jeu dans le sens où je pense que le bestiaire et le folklore est suffisamment large dans un Dragon Quest pour qu'il puisse un peu aussi explorer d'autres pistes graphiques qui le font un peu s'éloigner, mais on sent quand même la grosse ombre de Toriyama qui plane sur le truc. En fait, je pense que c'est assez simple, parce que au début de Fly, en tout cas, le bestiaire existe. Donc t'as les slimes, t'as les monstres. Yuji Horii, le créateur du jeu Dragon Quest, il supervisait le manga, donc il donnait toutes les clés, quoi. Donc effectivement, les monstres que tu vois au début de Fly, c'est les monstres du bestiaire de Dragon Quest. Mais si tu remarques, ils n'interviennent jamais comme personnages, ils interviennent comme meute, comme bête, comme attaque de monstres. Et plus on avance dans le manga, et plus il est obligé de personnifier les méchants. Et du coup, là, pour le coup, il est complètement obligé de sortir du cadre du jeu Dragon Quest. C'est comme ça après, je sais pas si les pions, ils existent dans le jeu, par exemple. Je pense pas. Enfin, ça, c'est à voir, mais je pense en fait, pour personnifier ces personnages, il devait prendre d'autres designs, parce que des slimes, sinon, il y en a 15 000. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais il aurait pu garder la patte de Toriyama pour faire son chara design, et finalement, c'est dans les canons de l'époque, mais c'est pas on voit que c'est pas Toriyama, quoi. Non, et puis je pense que, à la limite, là, c'est un truc qui fait comme Toriyama, c'est que aussi, je pense que comme le manga devient de plus en plus sérieux aussi, tu sais, à mesure qu'il avance aussi, les enjeux deviennent de plus en plus graves et tout, puis Fly grandit, enfin tu sais, il y a vraiment un truc aussi, à ce niveau, même au niveau des designs, ça se ressent, et au niveau aussi de l'apparence des adversaires, l'apparence globale du manga, ça évolue aussi vers quelque chose qui va peut-être l'émanciper de Toriyama aussi, dans le sens où c'est vrai que Toriyama, il a quand même malgré tout un style qui est très cartoon, et ça va un peu l'éloigner de ça, quoi, je pense. T'as raison, parce qu'au début il est très sur des arrondis, on va dire, et sur la fin c'est complètement anguleux. Ça devient, au niveau des designs des personnages ou autre, c'est très anguleux, mais au final, comme Toriyama aussi, exactement, qui a un dessin très arrondi au début, mais à la fin c'est des gros muscles carrés. Ouais, c'est des muscles carrés. Et l'une des réussites de Dragon Quest, c'est finalement aussi de pas avoir inventé énormément de choses sur la façon de jouer, sur le game design, et c'est plus finalement par ce monde-là, par son récit et cette manière de jouer un peu classique qu'il a réussi aussi à s'imposer et à devenir une licence, mais avec aussi l'aide du design de Toriyama et toute une équipe qui était quand même là, les bonnes personnes à la bonne époque quand même. Je pense que tu vois, Joe, il citait en introduction, il disait finalement Dragon Quest, ça a eu plus de succès que Final Fantasy, alors que c'est vrai que nous, peuple français, peuple européen, peuple français, on est plus sensible à Final Fantasy, parce que c'est une licence qui a beaucoup plus pénétré le marché occidental, mais et qui était peut-être plus novatrice. Mais c'est deux licences qui n'ont rien à voir dans leur façon de fonctionner. C'est-à-dire que Final Fantasy, la philosophie de la licence, c'était chaque épisode est un nouveau truc, quoi. Il réinvente complètement le truc, alors avec des bases communes, c'est-à-dire oui, ça reste du RPG, du tour par tour et tout, mais globalement, sinon, à la fois dans l'esthétique, les personnages, il n'y a aucune connexion, rien à avoir avec l'épisode précédent. Là où Dragon Quest, effectivement, on a l'impression que chaque épisode est limite une espèce de dérivé du précédent, avec, une histoire différente, des personnages différents, mais une esthétique et une direction artistique qui est vraiment littéralement la même, quasiment du 1 au dernier. Je sais pas lequel est sorti le dernier, mais sauf que nous, en France, Dragon Quest, je crois que c'est arrivé, effectivement, tu disais, dans début des années 2000, où ça s'est un peu popularisé. Moi, je me rappelle des épisodes sur PS2 qui avaient vraiment eu un gros succès en France. Ça devait être le 8e ou un truc comme ça. Et encore, il n'était pas en anglais.
Non, moi c'est le premier que j'ai joué et il était très cool d'ailleurs. C'était. Enfin, moi j'avais l'impression de jouer en action des personnages de Toriyama, c'était assez dingue. Mais donc j'avais trouvé ça très cool à l'époque, mais c'est vrai qu'à part avant ça, la licence était quasiment inconnue chez nous, donc forcément. Moi je me rappelle mon cousin, là c'est la petite anecdote, mais il jouait en japonais, je vous ai déjà raconté ça, où il traduisait avec un dictionnaire les trucs items, et il jouait à Chrono Trigger. Et Chrono Trigger, c'est la rencontre Toriyama aussi du créateur de Dragon Quest et du créateur de Final Fantasy. Ils ont fait un jeu ensemble. Donc, avec les designs de Toriyama. Avec le design de Toriyama. Et Toriyama était toujours là, mais c'est vraiment Final Fantasy X Dragon Quest. Et ça a donné Chrono Trigger, qui est super connu encore aujourd'hui. Voilà, après on peut lancer sur le jeu vidéo. Allez, c'est un peu pas notre jeu vidéo, c'est pas notre cœur de truc. Et je pense qu'on a dit 50% de conneries. T'as demandé à tout le monde, sauf à moi, s'il est joué à Dragon Quest. T'as joué à Dragon Quest ? Cagnard, t'as joué à Dragon Quest ? Évidemment que non. C'est de la merde. Bah oui, t'as dit non, j'avais essayé, j'en avais essayé sur Nintendo DS, je m'étais fait j'ai cru que t'allais dire j'ai essayé le jeu sur smartphone. C'était des j'ai essayé aussi alors. Le gacha game. Mais je l'ai tenu 30 minutes. Quand j'ai capté qu'on pouvait pas incarner les personnages de Fly, ça m'a fait chier. Et le nouveau jeu PS5, je sais pas testé, trop cher. Passons enfin au vrai sujet de cette émission, Dragon Quest, la quête de Dai, la quête de Fly. La quête de Fly, gardons-le. C'est donc la suite du manga Dragon Quest, la quête de Dai. The Heroes The Adventure of Dai, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire. Voilà. Là, Maxime, il a les yeux sur la frise chronologique. Alors, je l'ai eu. Il fallait que je retrouve la page et tout. C'est maintenant, je suis passé à l'informatique, je peux scroller. Puis il faut vraiment défiler pour lire le titre en entier, donc c'est un peu compliqué, quoi. C'est donc l'histoire de Fly qui sauve le monde. Ouais. Du mal. C'est le même pitch du mal, que des Havan, forces du mal. Oui, pas d'une météorite. Si vous connaissez Havan, voilà, vous connaissez l'histoire de Fly. C'est la suite, et donc Fly devient l'élève de Havan, du manga dont on parlait au début de cette émission. Élevé par Brass, qui est un personnage qu'on voit introduit dans Havan, effectivement. Mais alors, qui d'ailleurs il y a un gros squinch clin d'œil. C'est clin d'œil stylé. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est quand même il y a un nombre incalculable de jeux vidéo qui restent plus ou moins dans une chronologie. Ah, il veut continuer à parler de jeux vidéo. Non, c'est pas ça, mais c'est que en gros, Fly n'est pas compris dans cette chronologie. Alors, on m'a toujours dit qu'il y avait un Dragon Quest où il y avait les personnages de Fly, mais je n'ai jamais compris si c'était une légende urbaine ou. C'est pas canon, Cagnard. Non, c'est Fly, c'est le Broly. C'est le Broly de Dragon Quest. C'est vraiment le truc à part de Dragon Quest. Quand tu vas chercher chronologie Dragon Quest, Fly n'est pas dedans. Ah, mais il y a vraiment une chronologie entre les différents épisodes. Ah, mais c'est. Moi, j'ai l'impression que c'était un copier-coller de l'épisode précédent. C'est une chronologie très compliquée. Ils ont bossé quand même. C'est une chronologie très compliquée parce qu'il y a un milliard de spin-offs, genre le 3, c'est le préquel du 2. Enfin bref, tu pars dans un truc énorme, mais sachant qu'en plus à la base quand le Tanto de Akira Toriyama a fait rencontrer Yuji Horii avec Akira Toriyama pour se dire tiens on pourrait faire un petit jeu vidéo ensemble, ils ont fait ok, parce que lui à la base il était chez Shueisha, il s'est dit tiens s'ils font un jeu vidéo, on pourra faire la jeunesse dans Shueisha et ça sera trop bien parce que c'est mon petit poulain Akira Toriyama et ça va être cool et il est super connu en ce moment, donc on va continuer sa renommée. Sauf que Fly mais ne suit pas du tout. Ne suit pas du tout les jeux vidéo. Alors, c'est pas canon du coup, c'est vraiment pas canon. C'est pas du tout canon, et c'est pas dans la chronologie. Par contre, ça reste l'univers, ça reste la même histoire, dans le sens où on défend le mal contre le truc. Mais tu vas voir dans les jeux vidéo, il n'y a pas de Fly, il n'y a pas de Adora. Je vais te le dire comme je le pense. Pour moi, les jeux vidéo ne sont pas canons. Ils ne sont pas canons, je suis désolé. Voilà. Est-ce que sachant ça, Cagnard, tu te détestes un petit peu? Tu sais, t'es le mec qui aime le produit dérivé et pas le vrai produit, quoi. Oui, je suis pas à une saleté près. Après, j'avais pas le choix à l'époque. Le jeu vidéo, il n'existait pas. Et de toute façon, vraiment, les RPG tour par tour m'ont toujours fait chier. Donc, ouais, mais on peut accélérer maintenant. Pourquoi aimez-vous Dragon Quest, la quête de Dai? Fly. Quel tome? Tous. Pour le tome 1 et puis pour le tome 2 aussi. Et il y a le tome 3, mais quand même le tome 3, non mais en fait c'est vraiment... Bon après j'en ai parlé tellement de fois dans cette émission, c'est le manga qui m'a fait chialer dans un magasin. Je te coupe.
On en parle maintenant, là, pendant 20 minutes. Et après, tu n'en parles plus jamais. À personne. À personne. C'est ton Tu testament, donnes mec. tout maintenant, Gagna. Ok, laisse-moi me concentrer. Non, mais c'est une série. Alors moi, je l'appellerais jamais simple. Je l'appellerais jamais scénario simple ou classique parce que je trouve que dans ce tome 1, il y a déjà tellement de choses, il y a tellement de dramaturgie. Et plus on avance, à la limite, moi je veux bien aller sur le côté simpliste, sur les tomes aller de 3 à 9, tu vois, quelque chose comme ça où là effectivement ils vont faire le tour des généraux. Et même là-dedans, je trouve qu'il y a une espèce de tragédie dans chacune des histoires, bon, ce qui est très propre au Neketsu aussi, hein. Et à partir du moment où on arrive dans les tomes 10, 11, pour moi, on est vraiment dans quelque chose de sombre, ouais, c'est dramatique, ce qui se passe, les morts d'un tel, les revirements des autres. C'est un manga qui, bah, comme je le dis souvent, hein, les mangas que je préfère, c'est ceux qui me font vraiment passer du rire aux larmes. Bon, autant Fly ne m'a jamais fait beaucoup rigoler, mais par contre, il m'a fait beaucoup chialer et il m'a fait beaucoup avoir d'émotions parce que, enfin, j'ai l'impression que je peux faire 1 heure sur chacun des affrontements tellement, pour moi, ils symbolisent des choses autour des personnages, tu vois, de la construction des personnages, elle est hyper intéressante. Il y a aucun personnage qui est laissé tranquille, jamais, dans ce manga jusqu'à la fin. Même Aban, pardon, qui est là, qui est pas beaucoup là, mine de rien, dans la série. Même lui, il a des remises en question, il a des trucs. Enfin, c'est vraiment une série que j'adore et qui, je pense, pour le coup, va rester transgénérationnelle, même avec un design peut-être un petit peu rétro, mais ça c'est vraiment au début, quoi, parce que après sur la suite, je trouve que c'est vraiment magnifique en termes de découpage, de chara-design. Tu sais, j'aime souvent parler des séries parfaites parce qu'il y en a pas, évidemment, mais c'est une série où aucun personnage n'est laissé de côté, aucun. J'en ai vraiment aucun où je peux dire ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait ça. Non, j'ai envie d'en savoir sur tous. J'ai envie d'en savoir plus sur tous, et en même temps je vais chouiner dès qu'ils feront un spin-off sur un des persos, tu vois. Ron Berkou. Pourquoi on n'a pas de spin-off sur Ron Berkou? Moi je veux savoir sa vie dans le monde du mal quand il était forgeron du mal, tu vois. Mais quand tu l'auras, tu seras pas content. Évidemment. Évidemment. Il sera nul, c'est sûr. Johnny, maintenant que tu as fait ton coming out et que tu nous as avoué que tu n'avais pas lu Fly, la quête de Dai avant de préparer cette émission. Non, mais je pense que je l'avais lu, mais je m'en rappelais plus. Mais là, alors, je sais pas. maintenant que tu as fait ton coming out et que tu avoues ne déjà pas avoir de mémoire. Mais là, j'avoue, j'ai été emporté par diatribe. l'euphorie, la cagnard. Là, je fais, mais Ouais, je suis fonce des mon gars. franchement, j'ai fait, mais je pense que c'est un peu trop emporté. Hein. Parce en vrai, au niveau des dialogues, il y a des trucs limites pour l'époque d'aujourd'hui. Je vous le dis si vous allez lire. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Très bien. Non, pas que le paf-paf. En vrai, tu sens qu'il y a des trucs où tu peux pas sortir ça aujourd'hui, clairement, mais parce que c'est un manga d'époque. Et c'est, toi, on va dire, je sais pas moi, années 80-90 en termes de manga. Et c'est, pour moi, le scénario, il est assez simple. Bon, le bien contre le mal, on a le manichéisme ambiant habituel, mais on a quand même pas mal de choses qui se passent. Et je me dis, à partir du tome 7, ça devient plus complexe. Ça reste quand même assez classique. Le méchant qui devient gentil, etc. En fait, oui, j'étais méchant, mais c'est parce que c'est la situation. Mais en vrai, j'étais gentil comme vous, donc je vous rejoins. Ah, ben résumé comme ça. Donc ça, j'attends. Mais je sais pas, il y a vraiment ce truc de... j'ai l'impression qu'avant, quand on faisait un manga dans les 80-90, on avait juste besoin du bac et que maintenant, on a besoin d'une école d'ingénieur et de 3 MBA. Et ce qui est... Alors attention, c'est pas une critique péjorative. Non, hein. non, c'est vraiment juste un ressenti et un constat. Et malgré ça, moi, Dragon Quest, quand j'ai lu, j'ai fait ouais, c'est cool. Il y a des trucs qui sont un peu limites, mais franchement, ça se lit. Je suis content de l'avoir lu et je suis content de m'en rappeler surtout parce que clairement, les animes, ils donnaient pas la puissance que le manga donne. Et voilà. Et cet aspect dont tu parles de l'école d'ingénieur pour pouvoir faire des mangas aujourd'hui, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'on est plus nombreux à avoir lu plus de mangas qu'avant? Si, c'est pour ça. Parce que quelque chose qui sortirait de cette manière-là aujourd'hui, sans le passif, sans le poids de la licence, ça ne marcherait pas? Si les gens ils sont un peu comme moi j'aime bien maintenant savoir, essayer de deviner en fait. Essayer de deviner, et quand tu lis beaucoup, quand tu regardes beaucoup de choses, qui soient du manga mais aussi de la littérature ou autre, en fait tu veux pas quelque chose que tu as déjà lu ou tu sais ce qu'il va y avoir. Moi clairement connaître la fin d'un truc que je connais déjà, enfin en termes de spoil ou autre, et je sais plus, il y avait une série des auteurs de ZOE.
quand je me suis dit putain, si le méchant c'est l'intelligence artificielle, c'est bon, on l'a déjà vu dans 1 milliard de choses. Et au final, c'était ça. Je vous spoil, mais c'était ça. Ouais, carrément. Ça m'a Beau spoil. gravement fait chier. Ça m'a vraiment fait chier. Genre en me disant, bah. C'est quoi le truc nouveau ? Pourquoi je regarde cette série si je m'attends déjà à ce que c'est ? Et tu vois, Dragon Quest, même si je m'attends à ce que c'est, bah j'ai quand même bien aimé parce que là c'est une autre histoire, c'est l'univers, l'époque dans laquelle où on est, donc c'est vraiment c'est emblématique. Dragon Quest c'est aussi une étude sociétale, on va dire, cas d'école. Et je sais pas, moi j'aime bien Dragon Quest, mais pour ce que c'est à cette époque-là. Moi, je suis désolé, je te vois aujourd'hui. Je te vois comme un drogué. En fait, je te vois comme un drogué. Genre, t'as trop pris de drogue et du coup, maintenant, il faut monter encore plus haut. Et c'est ça. En fait, avant, tu te contentais de manga qui avait le baccalauréat et maintenant, tu veux. Maintenant, je vais être surpris et de l'originalité. Mais ça n'empêche que j'aime revenir aux sources et savoir pourquoi je veux de l'originalité aujourd'hui. Il y a un manga intéressant dans ce cadre-là, c'est Ariadne, l'Empire Céleste. Ouais. Tu te souviens, on a je m'en souviens, beaucoup aimé le début. Bah, oui, parce que moi, de toute façon, et on n'a jamais lu la suite. Moi, j'adore malgré Clémor. tout. J'adore Clémor, donc forcément, Ariadne, j'étais obligé de continuer. Ouais, mais t'as lu 2 tomes. Ouais. Voilà. Moi, j'avais un peu plus continué quand même. T'avais un peu plus continué. Oui, mais plus attends, que 2 tomes. c'est fini ou pas ? C'est je crois que c'est fini. Moi j'ai un truc en France, non, c'est en cours. Alors, 22 tomes en tout. Moi j'ai un truc, maintenant j'attends que ça soit fini et je m'enchaîne les trucs après. Ouais, ça c'est les personnes âgées, ça c'est typique. Parce que moi j'aime plus attendre. On croyait que c'était le jeune de l'équipe, mais pas du tout. Moi c'est un comportement de drogué, ouais. Bah non, parce que le drogué il veut tout de suite sa dose, alors que moi je peux attendre. Robin, entre le passionné et le drogué, tu vas te placer comment ? Le nostalgique. Non, moi je pense que en fait Fly, pour moi c'est la Madeleine de Proust par excellence. Je pense que je l'ai un peu dit en introduction, mais c'est vraiment le manga qui éveille le plus en moi de souvenirs nostalgiques, tu vois, vraiment ce truc. Bon, je parlais aussi effectivement de cette époque où j'étais à baigner à fond dans cette esthétique, cet univers mais qui mêle le manga, le RPG, le Japon, tout ça. Après, je trouve que malgré tout, Fly, ce qu'il a, et je serais pas aussi dithyrambique que Cagnard, mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où, en fait, c'est vraiment un très bon manga. C'est-à-dire, c'est pas que la nostalgie qui parle. Là, je pense que c'est aussi que, effectivement, dans sa façon, dans sa structure, dans la manière dont il traite ses personnages, dans la manière dont les auteurs respectent aussi le matériau dont, tu vois, qui travaillent et leurs lecteurs et leurs personnages. Il y a un truc qui marche à fond, quoi. Et pour rebondir sur ce que disait Joe sur ouais, voilà, maintenant il faut un diplôme d'ingénieur, machin. Au bout d'un moment, c'est bien sympa les histoires. On est dans la postmodernité, la métamodernité. Alors oui, je sais que tu sais que je te raconte une histoire, mais moi, je vais raconter une histoire qui va en fait finalement mettre en abîme ce que tu penses savoir de ce que c'est que raconter une histoire, machin. C'est bien au bout d'un moment aussi de juste lire une histoire pour une histoire, quoi, et avoir des persos, et c'est cool, et ça fonctionne, et tout est fluide, et genre voilà, et moi je pense que Fly a ces ingrédients là, et c'est ce qui fait que effectivement je pense que c'est une œuvre malgré tout qui restera, quand bien même en fait je pense que là où Fly est quand même assez fort, c'est que finalement les gens viennent à presque, et je trouve ça d'autant plus dommage de l'avoir renommé Dragon Quest à Decade de Dai, c'est que les gens avaient oublié et savaient même pas que c'était un produit dérivé à la base, tu vois. Et moi, c'est ça qui fait qu'au final, c'est une belle œuvre, c'est que on oublie que c'est un produit dérivé, et je pense parce qu'on n'avait pas internet, hein. Et je pense que potentiellement, mais c'est aussi parce que il y avait pas des ayants droit et des trucs qui nous forçaient à mettre des titres qui font 4 lignes, tu vois. Au bout d'un moment, c'est sûr que les gens, comment tu veux intéresser des gens avec un manga qui a un titre qui prend 4 lignes sur la couverture, tu vois. Au bout d'un moment, là c'est là où je trouve que les éditeurs et les ayants droit sont ridicules. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi montrer des œuvres à des gens en leur disant juste voilà, c'est des bonnes histoires, lisez-les, quoi. On s'en fout de savoir que c'est un dérivé de je sais pas quelle œuvre et tout. Dragon Quest The Adventure of Dai, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire. Lisez l'histoire pour ce qu'elle est, et à l'époque c'était Fly, c'était 3 lettres, et franchement tout le monde trouvait ça trop cool, parce qu'en fait l'histoire est cool, c'est même mon daron il arrivait à les trouver à la Fnac. Je sais pas ce que c'était aux États-Unis, hein. Revenons sur cette histoire. Cagnard, y a-t-il trop de Deus Ex Machina dans Dragon Quest, la quête de Fly ?
J'aurais dû faire la liste. Je suis pas sûr. J'aurais dû faire la liste. En fait, je suis pas sûr de l'utilisation du Deus Ex dans le cas de Joe. Est-ce que tu parles de Deus Ex dans le sens où chaque situation est réglée par l'apparition du pouvoir de Fly? Non, c'est ou du pouvoir de quelqu'un, quoi. Globalement, il y a quelqu'un qui a un pouvoir de ouf et qui effectivement, il y a eu un moment, il y a pouvoir du dragon et ça les sauve parce que ça se manifeste. Ok, il y a ça, mais il me semblait qu'il y en avait d'autres et je suis pas sûr qu'il y ait que l'histoire du dragon parce qu'il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais attends, mais il y a aucune raison que ça arrive là. Enfin, on peut pas le deviner ce truc-là. Genre, il y a un mec qui il y a un mec qui arrive au dernier moment et c'est un mec qu'on n'a jamais vu. Je sais plus lequel. Je vais te faire la liste. Ouais, là c'est un peu vague. Non mais en vrai, je vais te faire la liste parce qu'au bout d'un moment, quand il bat le crocodile, là, tu fais c'est bon, il va revenir à chaque fois. Effectivement, il revient à chaque fois. Après, de toute façon, tous les ennemis qu'il bat, ils reviennent à chaque fois pour l'aider. Donc ça, il y a pas de souci. C'est pas des Deus Machina. Le Deus Machina, c'est vraiment, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un mec qui sort de nulle part, qu'il a jamais rencontré, vienne l'aider. Et là, il faut que je retrouve tout ce que j'ai trouvé dans le jeu. Du coup, je vais faire ça. Je l'ai pas parce que autant tu vois, je le dis moi-même, c'est un Deus Ex, le pouvoir du dragon. Oui, le pouvoir du dragon. La première fois, ça l'est, mais pas après. Mais c'est un Deus Ex qui contre-utilise très rapidement. Dès le combat contre Crocodile, tu vois, ils sont tous en mode genre il suffit que Fly s'énerve et c'est bon, il va mettre une trempe à Crocodile. Sauf que finalement, Crocodile a kidnappé le grand-père de Fly, tu vois, et très rapidement. Et c'est dit plusieurs fois dans la série, il ne faut pas compter uniquement sur le pouvoir du dragon, vu que dès qu'il tombe contre Baran, contre son daron, là ça y est, le pouvoir du dragon n'est plus suffisant. Il y a un gros Deus Ex pour moi, c'est le retour d'Aban, pour le coup vers la fin de la série, où vraiment lui, je me souviens que même à l'époque, quand il revient, alors que c'est vraiment un personnage que j'adore, je suis désolé. Je suis au tome 8 moi là. Je me souviens que quand Aban revient à un moment très précis, et sa justification, elle est un peu genre oui, en fait, je vous ai vu, j'ai vu que ça allait bien pour vous, du coup moi je suis allé m'entraîner dans mon coin et je me suis dit je vais revenir plus fort, tu vois. Ça pour moi c'était un Deus Ex un peu raté, mais qui en même temps me faisait tellement plaisir parce que j'adorais ce personnage, tu vois, mais où j'étais là ouais, bon, ok. Il était mort. Après, si pour toi Deus Ex c'est l'intervention de n'importe quel personnage pour sauver une situation, non, c'est pas ça. C'est un classique du Neketsu et on le trouve partout. Non mais je suis d'accord. Non, le vrai Deus Ex c'est vraiment, tu ne peux pas t'y attendre. Genre, c'est un perso que tu n'as jamais vu, jamais entendu parler, jamais de moindre indice, et il arrive pour sauver la situation. Je fais, mais c'est quoi cette blague? Je vais te retrouver. Je veux bien la liste. Ça sera dans la suite de cette. Non, pas supplément. On va le garder pour un supplément. Ouais, c'est ça. Popou. Parlons-en. Cagnard. Personnage préféré de la série, mais pas besoin de poser de questions, Max. Très bien, je lance. Personnage préféré d'énormément de personnes. Alors, pour le coup, et c'est pas pour rien. Chiant. C'est le personnage le plus humain de la série. C'est le seul personnage qui est véritablement humain dans un Neketsu. C'est un personnage qui a peur, c'est un personnage qui doute. Et je trouve que c'est une des meilleures écritures. Et ça devient en plus un des personnages les plus puissants. Mais moi, je sais pourquoi tu dis ça. C'est qu'en fait, il se fait tellement lourder là, avec sa meuf. Là, tu sais bien que j'en ai rien à foutre des histoires. Mais je pense que tu l'as catalogué avec toi quand dans ton enfance. Je pense que tu as fait un Attends, parallèle, je crois que tu fais un transfert de ce qui se passe avec ta meuf. Mais pas du tout, mais tu vois, Mam dans la nouvelle édition. J'ai jamais été amoureux de Mam. Mais elle, quand elle tombe amoureuse de l'autre mec, là, Yunkel, il est trop cool. Et là, je me dis, mais attends, mais elle est tombée amoureuse en une case, parce qu'en vrai, il y avait 0 indice là-dessus. Alors attention, c'était pas le Deus Machina de l'amoureuse, mais le traitement de l'amour dans Fly, je veux bien accorder qu'il est pas génial, tu vois. C'est pas fou. D'ailleurs, personne finit avec personne, a priori. Personne ne se fait de bisous, ni rien. On reste vraiment straight, tu vois. On se bat, on n'a pas le temps pour l'amour. Ouais. Sauf le seul qui montre du courage, Popu. Oh là. Et alors, par rapport à cette fameuse lâcheté dont on peut parler, c'est celle qui représente le plus son courage, je pense. Parce qu'il faut savoir, abandonner pour pouvoir affronter ses propres démons. Si vous vous souvenez bien, à la fin de Fly, désolé de l'eau, ça va encore sauter. Non mais c'est bon, je il y a vraiment ce truc où la lâcheté de Popu déclenche son pouvoir du talisman et de l'énergie. C'est lâché parce qu'il fuit. En fait, il fuit 3 fois dans la série. Une fois où il est top classe parce qu'en fait il fuit pas, il va aller affronter les ennemis tout seul. Et non, moi je n'en démordrai pas. C'est un personnage qui est tellement bien écrit. C'est le personnage qui m'a fait chialer. Et il m'a fait chialer parce qu'il était en train de chialer dans le manga. Moi, il me faisait chier. En fait, franchement, je le trouve chiant. Oh, mais merde. Je te jure que je le trouve chiant. Pourtant, t'as un mage, toi.
Bah oui, t'as une tête de mage, toi. Ah, mais je suis un mage, mais effectivement, Il dit ça en toute tranquillité. Oui, parce que je mets des petits papiers dans la boîte aux lettres des gens très régulièrement. Dans Elden Ring, moi je joue au mage, donc personne n'aime cette classe parce qu'elle est cheatée, mais moi j'aime être mage. Mais je sais pas, j'ai trouvé trop relou en fait dans ces dialogues, dans ces trucs, le mec il imagine, il se fait ses films tout seul avec l'autre qui est amoureuse de machin, alors qu'en vrai il n'en sait rien, elle a jamais rien dit. Mais je sais pas, moi j'aime pas Popu. Ouais, je crois que j'aime pas. Robin, tu veux dire quelque chose, tu veux rajouter quelque chose sur Popu? Je suis la Suisse, moi. Concernant Yunkel, non, il y a d'autres personnages comme ça que t'avais envie de mettre en avant, toi, Cagnard? Ouais, bien sûr, parce que Yunkel, pour moi, c'est un personnage un peu cheaté dans le manga. Mais on l'aime bien quand même. Ah, mais bien sûr, on peut pas ne pas l'aimer. Bah ouais, il est turbo classe. Bah oui et non, parce que lui, au moins, après, il est gentil. Attends, après, il passe. Son armure, elle est balèze. Sauf qu'après, il a dit non, mais je veux une armure stylée en plus, donc je vais changer d'arme, je vais passer à la lance. Et non, moi j'aime beaucoup ce perso. Raconte tout le concept de l'armure et de l'arme. Son armure elle est enfermée dans son fourreau, on va dire au début. C'est son fourreau qui se déploie en armure, d'un côté un peu squelettique, et je pense que l'armure du coup faisait trop négatif, trop maléfique, et du coup quelques tomes après finalement son armure est cassée et il va changer d'armure, et il va avoir l'armure à la lance maléfique, si je ne dis pas de bêtises, et là il devient vraiment turbo classe, et à la fin vous savez quoi, il est tellement balèze qu'il a même plus d'armure. Son armure, c'est son énergie à lui. Lui c'est le vrai chevalier du Zodiac. Oui, c'est vraiment le chevalier du Zodiac. Mais c'est vraiment le schéma parfait. C'est au début il a une armure qui recouvre tout. Ouais, voilà, on lui a donné, puis au fur et à mesure, en s'entraînant, il devient moins fort. Puisqu'à un moment donné, il devient moins fort à partir du moment où il passe du bon côté. Ouais. Oui, il perd son énergie négative, coup maléfique. Ouais, voilà, coup classique. Si tu passes du côté des gentils, t'es moins fort que quand t'étais en méchant. De ta force. Ouais. Et en regagnant, en abandonnant tout ce qui était futile autour de lui, il gagne en puissance. Ouais, à la fin, il finit en slip. Il a jamais été aussi puissant. Wrestling. Il est en jogging, mais. Ah tiens, il était en jogging d'ailleurs. Intéressant. Après Yunkel il parle pas. Plein de persos, Baran il est trop bien, et si je dois terminer sur un des persos, c'est vraiment Adora. C'est Adora, la construction du personnage qui est maléfique et qui au contact de Fly commence à développer un esprit chevaleresque, un esprit combatif, et qui au final devient, comme tu dis, un petit peu Deus Ex, parce qu'il devient un ami, mais même en devenant l'ami entre guillemets de Fly, mais ce qu'il veut c'est se taper quand même. C'est vraiment cet esprit combatif que je trouve assez génial. Ouais, mais ça, tu vois, à la limite, c'est un truc qui fait que Avan, j'ai un peu du mal à voir aussi où ça va. C'est que, tu vois, on sait que Adora Adlar, c'est pas le big boss, tu vois, de Fly. Oui, maintenant. Et du coup, dans Avan, forcément, si tu sais ça, Adlar, c'est déjà un peu un perso secondaire. Ouais, c'est ça, tu vois. Alors donc, que le final, c'est le perso. C'est censé être le big boss. Après, il y aura sûrement Ban, mais jeune, tu vois. Ouais. Je pense. Oui, et puis peut-être qu'ils vont juste aussi créer d'autres personnages entre-temps qui étaient là à une autre époque. On a plein de trucs à découvrir, c'est-à-dire tout le fait que Baran peut intervenir dans cette histoire. Oui, on va aussi découvrir comment Fly est arrivé sur l'île. Tu vois, enfin tout ça ils vont le raconter. Je sais pas s'ils vont aller aussi loin. Et même Avan en soi, on sait pas d'où il vient pour l'instant. On sait pas pourquoi il est aussi. Je pense qu'on va s'intéresser à ça. À mon avis, d'abord, c'est de quelle famille il vient, d'où il vient, pourquoi il est comme ça au début, et ainsi de suite. Ah, j'ai dit une bêtise en fait, parce que je crois que justement, j'adorerais voir un spin-off de Baran, parce qu'à l'époque d'Adora et compagnie, il n'intervient pas parce que lui, il est en train de se taper dans le monde des dragons contre une menace encore plus forte. Donc non, peut-être pas de Baran. Non, mais contre la menace du mal justement. Ouais, mais à la base, il est contre la menace du mal. Oui, mais il se bat ni contre Adora ni contre Ban. C'est un autre perso, j'ai plus son nom en tête. Mais en tout cas, il était censé défendre les humains à ce moment-là. Oui, mais il est occupé ailleurs. Et après, peut-être qu'il fera équipe avec. Non, c'est faux. Team up. Évidemment, on réinvente toute l'histoire, tu sais, de A à Z. J'ai même mon perso un peu nul dont j'aimerais le spin-off. Nova, je sais pas si ça vous parle, le guerrier du Nord, qui arrête pas de se la péter au début avec Fly, après il se rend compte qu'il est nul. Mais lui aussi, je veux un spin-off sur ce mec, donnez-moi des spin-offs. Donnez-moi des spin-offs. Ne donnez pas plus de spin-off. Il y en a un autre au Japon qui existe, une sorte d'isekai. Crossblade.
Ouais. Bah tu sais, en plus quand t'as dit le titre à rallonge, j'ai pensé à un titre d'Isekai. Je me suis dit bah ouais, c'est bien, il y a le résumé dans le titre. Voilà, oui, bah ça c'est l'autre spin-off. Ils le sortiront probablement. Hein. J'espère que, enfin, je pense que celui-ci va fonctionner. Puis non, mais Havan pour le coup peut fonctionner parce qu'il est bien. Là, j'ai pas. Moi, je conseille vraiment à tous les lecteurs, à tous les auditeurs de vous précipiter parce que franchement, petite lecture d'été. J'ai vraiment envie de les acheter pour le coup, tu vois. Alors que c'était même pas dans mon spectre à la base. Mais là, j'ai vraiment envie de les acheter parce que je me dis, bah si, j'en ai besoin de cette histoire. Tu fais même pas la nouvelle. C'est drogué. Tu fais même pas la nouvelle édition en plus de Dragon Quest. Non. Qui est toujours en cours de publication. Du coup, le tome 8, j'allais dire 9, vient de sortir là juste avant cette émission, tout comme donc Havan, le titre à rallonge. Havan, c'est chaud. Ce sera le titre de l'émission. Ce sera le titre de Havan, le titre à rallonge. Merci de nous avoir écoutés. Cagnard, est-ce que tu veux conclure cette émission? Est-ce que l'un de vous veut apporter une conclusion, un regard peut-être différent que vous n'avez pas encore prononcé au sujet de Dragon Quest? Bah, moi je dirais que dans les mangas un peu plus récents, celui qui m'y fait le plus penser c'est Rave, qui me fait le plus penser à Fly, tu vois, parce qu'il a aussi ce truc très premier degré, fantasy, machin, et avec surtout aussi cette structure où il y a une espèce de twist à un moment donné dans la série où ça passe dans une autre dimension, tu vois. Là c'est pareil, Fly ça commence avec Adora, Adlar comme antagoniste, puis finalement après ça bascule sur ah bah non en fait c'est Ban le dieu du mal et tout machin, et donc l'arrivée de Ban, et donc voilà, et Rave a un peu ce truc là aussi, donc si vous aimez Fly et les récits de fantasy un peu comme ça, allez voir Rave aussi, ça peut vous plaire, on en a déjà parlé. Et toi Joe? Moi, je voulais juste mettre en garde nos auditeurs. En vrai, si vous tombez dans la licence globale de Dragon Quest, bah, faites attention. Préparez-vous. Ne cherchez pas la chronologie. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est vraiment que le truc le plus connu reste Fly. Parce que, en France en tout cas. Ouais. En France, et parce que certes, il y a les jeux vidéo. Et je suis assez content parce que c'est vraiment quelque chose, et c'est une très bonne porte d'entrée pour l'univers fantasy, pour le RPG, et qui peut t'amener sur énormément de choses. Donc voilà, c'est ma conclusion. Cagnard, si tu veux une dernière fois de ta vie parler de Baran. Tu viens de me terroriser là. Comment conclure tout ce que je peux te dire dans ma vie à propos de Fly? Bah je pourrais pas, évidemment. Mais t'as encore le droit de parler de Dragon Quest. Je sais bien. J'ai une seule hâte, c'est de faire lire ce manga à mes enfants. Vraiment, tu vois, mes futurs enfants du coup. Mais les enfants, mais vraiment ça. Ouais, ça va. Je vais en avoir un ou deux quelque part normalement. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir. Ça c'est un titre que j'ai envie de transmettre. C'est le premier titre ou Je pense que si, parce qu'on ne contrôle pas tout, mais si je peux vraiment, ça sera mon premier titre manga que je ferai lire, parce que c'est un peu absolu pour moi. C'est on parle des mangas qui ont des fins un petit peu alambiquées. Bah voilà, là c'est un manga avec une bonne fin. Après qu'elle te plaise ou pas, bah ça sera une bonne fin quand même. Il se tient dans son histoire. Et j'ai vraiment hâte parce que je suis persuadé que c'est un titre qui va passer les années et qui. D'ailleurs, regarde, il y a eu un animé il y a pas si longtemps que ça. Ça veut bien dire que ça fonctionne encore. D'ailleurs, que j'avais regardé quelques épisodes, c'était pas mal. Hein, ça se tenait bien. Et aux auditeurs, bah de toute façon, si vous nous suivez, vous savez très bien qu'il faut lire Fly et ne surtout pas lire La Quête de Dai. Trouvez les éditions J'ai lu, cherchez, recréer, J'ai bu édition, contactez Robin, tu vois, n'hésitez pas. Mais vraiment voilà, ça c'est un de mes mangas de cœur, parce que je change de manga de cœur à toutes les émissions, mais c'est vraiment le manga que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie, et que jusqu'à mon dernier jour sur Terre, j'aimerais relire un passage de Fly, tu vois. La semaine prochaine, on parle encore de fantasy avec la sortie du nouveau tome de Berserk. Berserk 42, le nouvel an, voilà, le 42, nouvelle génération, nouveau Berserk. Berserk a tout changé. Surtout l'auteur. On parle de ça la semaine prochaine, donc autre ambiance, vous verrez. Et puis en attendant, on profitez du beau temps qui arrive enfin, et qui repart, qui revient. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis surtout, lisez des mangas. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut.